Futur composé. Une émission de Christian Apothéose, consultant. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Patrick Bogarts qui dirige à Marseille la société Asie Performance. Et rien qu'à déjà l'énoncé de sa société, on comprend qu'on va se transporter sur d'autres continents. Asie Performance est une société qui a l'habitude de travailler entre la France et la Chine essentiellement, avec Patrick Bogarts qui lui n'est pas entre la France et la Chine mais entre la Belgique et Marseille, ce qui fait deux mondes tout aussi éloignés qu'entre la France et la Chine. Et on va essayer de comprendre avec lui à la fois son itinéraire, son métier et le monde asiatique et comment le monde asiatique, cette grande usine du monde, va ou nous manger ou nous laisser vivre et nous faire vivre. Donc un sujet compliqué que nous voyons avec Patrick Bogarts. Nous parlons économie, Chine, commerce mondial avec Patrick Bogarts qui dirige la société Asie Performance à Marseille. Patrick Bogarts, on a vu votre itinéraire, improbable mais comme tous les itinéraires, qui vous fait arriver à Marseille, qui vous fait découvrir ce continent à lui seul qui est la Chine et l'intérêt finalement d'aller détecter des produits là-bas, détecter des fabrications pour les apporter en France. C'est ça la première démarche ? Oui, tout à fait. Donc on a commencé par acheter des produits qui étaient déjà fabriqués depuis longtemps en Chine, mais où il fallait modifier la qualité, où il fallait avoir des usines qui étaient conformes aux normes, etc. En Chine, il y a 30 millions d'entreprises, donc c'est très facile de trouver une entreprise, mais c'est très difficile. C'est un vrai challenge de trouver une entreprise, un vrai défi. De trouver une entreprise ou une usine qui respectera ses engagements, ses délais, ses prix, qui modifiera pas ses prix une semaine avant de faire partir le conteneur, et qui sera surtout qualitatif dans le temps. Voilà. Moi, je crois que c'est le premier gros challenge pour quelqu'un qui commence à acheter là-bas. Pour éclairer les auditeurs, on a vu le marché du textile s'ouvrir après ce qu'on appelle la fin des quotas, c'est-à-dire qu'il y avait des quotas imposés d'achat par pays, la Chine en avait peu, donc finalement c'était pas très dangereux, puis quand ça a sauté, on s'est dit on va tout acheter en Chine parce qu'ils peuvent produire des t-shirts à presque rien, des chaussettes à 5 centimes d'euros, des choses absolument à des prix dérisoires, donc tout le monde a cru qu'on pouvait acheter en Chine, et puis après, un an après, les consommateurs, au bout de quelques lavages, quelques usages des produits, se sont dit il y a des problèmes là, il y a des problèmes de qualité, on a vu des problèmes sur du mobilier aussi, on a vu des problèmes de qualité de produits, voire des choses un peu plus dangereuses. Donc la Chine, il y a eu un espèce d'engouement, on dit ils vont tout nous fabriquer, et puis après il y a eu un retour en disant c'est peut-être pas ça. Et vous nous dites il faut peut-être aller voir de plus près, quoi. Oui, déjà je crois qu'il faut aujourd'hui comprendre que la Chine c'est quand même devenu l'usine du monde. Donc c'est vrai qu'on entend les cas Mattel, il y a 3-4 ans. Si on prend par exemple les cas Mattel, pour citer un exemple, qui ont vécu un vrai désastre avec des produits... Mattel, c'est les miniatures automobiles. Les Barbie, etc. Les Barbie, voilà. des choses comme ça, les jeux pour enfants. Des choses comme voilà. ça. C'est que en Chine, c'est vraiment le royaume de la sous-traitance. Donc si vous allez qualifier une usine, il faut surtout connaître ses capacités de production, il faut avoir une veille permanente par des inspecteurs, par exemple. Parce que s'ils peuvent avoir un marché qui leur apporte plus, ou s'ils peuvent sous-traiter une partie pour pas s'embêter eux à produire des capacités, des volumes supplémentaires, ils vont le faire sans vous prévenir. Et Mattel... Donc, ce que vous nous dites, grosso modo, c'est la grande usine, mais c'est très opportuniste, quoi. Très opportuniste. On va pas... Il n'y a pas la culture industrielle forgée par 200 ans de révolution industrielle dans nos vieux pays européens. Exactement, et c'est le grand problème. Et c'est c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président du groupe General Electric, Jack Welch, qui disait que le gros problème de la Chine, et c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a pas de middle management, il n'y a pas de cadre moyen. Quand vous sortez d'université ou pour un RMB, donc la monnaie chinoise symbolique, vous pouvez racheter une usine d'État de 600 personnes. Et ils n'ont pas d'expérience, souvent de management, d'organisation, pas d'expérience. Voilà. Donc les gens que vous avez en face de vous, on ne peut pas acheter en Chine comme dans un pays frontalier à la France ou un pays européen ou comme chez un fournisseur français du tout. Et c'est ça qui cause, je crois que le MEDEF avait dit en 2006 que 66% des entreprises qui avaient tenté d'acheter en Chine
n'avaient pas réussi à le faire. Et le problème, c'est qu'il faut il faut connaître la culture, il faut avoir une présence sur place. Alors vous, votre culture, on a vu la culture belge à Marseille, un premier choc, vous l'avez digéré, et deuxième choc, vous passez de Marseille en Chine. Qu'est-ce qui vous étonne, qu'est-ce qui vous surprend, quelle est la différence fondamentale? Vous vous dites, tiens, quand je prends l'avion, au bout de mes quelques heures de vol, là, il faut que je fasse attention à ça, parce que ça ne sera pas comme au départ. Ben, je crois que, et ça fait 12 ans, ça fait plus de 60 voyages sur place, plus de 1400 usines visitées, c'est qu'on est vraiment dans un autre monde. Et de plus que j'y vais, de plus que je traite avec eux, aujourd'hui avec Asie Performance, on a presque importé 6000 conteneurs, donc on a fabriqué des millions de produits, c'est qu'on se rend vraiment compte que, voilà, pour moi c'est un peu des extraterrestres. Carrément. Oui, parce que par exemple, simplement un oui, pour un Chinois qui vous dit oui, ça ne représente aucun engagement, par exemple. Donc il va toujours vous dire oui. On connaît ça un petit peu avec des pays moins lointains. Quand on travaille en Méditerranée, c'est très bien que la personne qui est en face nous dit oui parce qu'on avait envie d'entendre oui. Oui, en Chine, c'est plutôt qu'il va vous dire oui, j'ai compris que tu as parlé, mais c'est pas parce que j'ai dit oui que j'adhère que je vais faire. Voilà, que je vais faire. D'accord. Voilà. Alors là, comment vous faites quand vous dites, voilà, vous avez une commande où il vous faut vos 1000 produits, c'est pas simplement le oui qu'il vous faut, il vous faut le conteneur. Voilà, et ben c'est pour ça que tous nos clients, et c'est marrant parce qu'on a découvert ça peut-être il y a 1 ou 2 ans, quasiment toute notre clientèle a une expérience avec la Chine. Ils sont des bureaux d'achat sur place, ils ont parfois des acheteurs sur place, ils ont des contrôleurs qualité qui vont sur place. Et pourtant, ils achètent en demandant en passant par nos services à nous. Vous apportez quelque chose en plus? Nous, ce qu'on apporte, c'est déjà un réseau qu'on a construit maintenant en 14 ans, parce que j'ai commencé dès que j'étais consultant. Il y a ça, il y a un réseau d'usines qu'on qualifie selon 134 critères. Et c'est surtout tout ce qui n'est pas digitalisable, numéralisable, on dit, numérique, comme information, on va essayer de l'évaluer. C'est par exemple, quelle est l'expérience parce que souvent les directeurs d'usine ne parlent pas anglais, à 99,9% c'est le cas. Mais on veut quand même savoir quel est leur sérieux, vers quel pays ils exportent, quelles sont les compétences réelles de son équipe, par exemple. Vous voyez, ce sont toutes des choses qu'on va essayer d'évaluer en permanence et réévaluer, parce qu'on a 2 facteurs qui changent. D'un côté, les besoins du client. Donc on a souvent changé d'usine. Vous nous dites que c'est des extraterrestres. Donc vous, comment vous arrivez à faire ce que vos clients n'arrivent pas à faire? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, quand un client, il va souvent donner, par exemple, un carnet de modifications et il va l'envoyer à l'usine en disant « appliquez ça ». Ils ne vont jamais l'appliquer. Donc, nous, ce qu'on va, par exemple, faire, on va prendre ce carnet d'évaluation, on va en parler avec l'usine, on va le traduire en chinois pour les ouvriers chinois. Oui. On va faire des cahiers des charges pour chaque ouvrier. On va changer leur système de contrôle qualité, leur imposer des grilles à remplir, etc. On impose nos inspecteurs sur place. On va même faire des panneaux d'affichage dans les usines pour expliquer, voilà, il y a tel process à suivre, etc., etc. Donc on va faire des contrôles pendant toutes les phases de la production et on va même faire des contrôles chez les fournisseurs de nos fournisseurs. On va nous-mêmes, tous les certificats en Chine, vous pouvez les commander quasiment sur Internet. D'accord. Voilà. Donc même les normes ISO, etc., souvent nos clients disent oui, mais notre usine est ISO certifiée. Et quand on le vérifie, nous, les documents sont faux. Donc on va aller vérifier tout ça, on va voir que si... Et les Chinois supportent ce genre de contrôle là? Non. Voilà, on a une partie des usines qu'on n'a pas mis dans d'autres bases de données parce que justement, ils n'acceptent pas cette interférence. Voilà, vous intervenez dans le management, vous intervenez dans la production, dans l'organisation? Oui, on va même leur dire par exemple qu'à telle date, ils doivent commander la peinture pour telle production. Parce qu'on sait que, voilà, vu que les gens en face de nous ont les compétences d'une économie trop jeune, c'est tout simplement ça, ils ont grandi trop vite, en 10-15 ans. Voilà, ils ont créé ce que nous, on a quand même on a mis plus de temps à faire. Ils ont un marché intérieur qui explose, ils sont à 300 millions de riches aujourd'hui en Chine. Ils ont toujours 250 millions de chômeurs, donc ils ont pas mal de soucis. Et ils veulent aujourd'hui augmenter à 500-700 millions la catégorie des 300. Donc il y a un marché intérieur qui explose et on est de plus en plus en concurrence avec les demandes du marché intérieur d'ailleurs.
D'accord. Donc vous, si je résume, vous avez su vous organiser sur place avec des partenaires, vos inspecteurs, votre propre organisation. Nos équipes, on a 2 bureaux sur place. Donc on a par exemple des sourceurs. Ce sont des gens qui ne font que sourcer les usines. Sourcer, c'est trouver un sous-traitant. Hein. Voilà, c'est exactement. Après, pas trouver une source. Hein. Non. On aurait bien besoin dans l'ouest de la France, mais c'est pas le cas. Voilà. Et on a 5 sites de production qui quasiment nous appartiennent, ou du moins la maison mère aujourd'hui. On va en ouvrir un 6e cette année, qui sera une usine très moderne, équipée, etc., où on va fabriquer à peu près... Vous produisez vous-même, là? Là, on va produire nous-mêmes avec une société qui sera 100% chinoise, mais qui appartiendra à la maison mère, où à peu près 20% des pièces seront fabriquées en Chine. Le reste est fabriqué dans le territoire de Belfort, en France, et à la frontière suisse, juste en face. Quel type de produit, ça ? C'est des produits c'est des machines à outils qui travaillent dans le marché qui fonctionnent pour le marché du semi-conducteur. D'accord. Voilà. Donc par rapport à votre exemple sur les chaussettes qui ne tiennent pas à lavage, j'ai envie de dire qu'en Chine, vous pouvez vraiment avoir toutes les qualités, mais si on peut vous gruger sur une qualité, ils le feront. Voilà. Donc il faut être vigilant. Très vigilant. On va continuer cette discussion sur le rôle de la Chine dans notre économie mondiale. On fait une pause musicale. Donc spécialiste des échanges avec la Chine, qui dirige la société Asie Performance à Marseille. Patrick Bogars, on a vu comment vous avez installé votre activité. Vous allez souvent en Chine, vous écrivez, vous collectez des infos et vous avez voulu sur votre propre site internet patrickbogars.fr collectionner un certain nombre d'informations, de réflexions sur ce pays. Voilà, tout à fait, parce qu'un message que j'aimerais vraiment faire passer, c'est que contrairement à ce qu'on entend... ou ce qu'on voit souvent à la télévision, c'est que moi, depuis 12 ans, ce que je vois, c'est que les sociétés qui travaillent avec la Chine ne délocalisent pas, pour utiliser un mot qui pèse lourd dans la société en France, mais qui arrivent réellement à dynamiser leur activité. Et pour le faire court, on peut le résumer à quelques phrases. C'est que d'une part, souvent, ils commencent effectivement par acheter un premier produit en Chine, mais nous, notre clientèle, ça leur a souvent permis d'être de nouveau référencés dans les grandes surfaces GSB ou des grandes surfaces de bricolage, ou grandes surfaces classiques, avec toute leur gamme de produits qui, elle, est encore fabriquée en France. Et c'est des exemples, je pourrais citer des noms des exemples concrets, où on a des sociétés qui voulaient lancer un produit, mais qui avaient besoin de 1 ou 2 composants, où les moules de production, etc., les frais d'outillage, etc., étaient beaucoup trop élevés en Europe, et qui du coup ont fait une toute petite partie de leurs produits en Chine, et qui ont permis, grâce à des réductions de coûts sur quelques composants, à rendre leurs produits commercialisables en Chine. Là, vous dites que les Allemands savent mieux faire que nous dans ce domaine-là. Ils ont tout gardé une production industrielle, c'est une très belle image de production industrielle. Ils font encore de la machine-outil, ce qu'on ne fait plus beaucoup en France. Mais vous dites, par contre, ils achètent beaucoup en Chine. Ben c'est ça, c'est un message qui est toujours oublié quand on en parle, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Allemagne est le pays qui importe le plus de produits de pays à bas coût pour fabriquer leurs machines. Dans le jargon, pour fabriquer leurs machines à outils. Et c'est ce que la Suisse a fait aussi. La Suisse a autorisé de garder des machines à outils marquées Made in Swiss. Si seulement 5% des composants venaient d'autres pays que la Suisse. Donc, on a des clients qui ont été prendre des produits des composants spécifiques. Ils sont restés des pays qui ont gardé une industrie. Voilà, et grâce à cette je dirais à cette ouverture à la mondialisation, ils ont pu non seulement redynamiser, mais les Allemands sont devenus leaders. Et il faut quand même savoir que toutes les grandes marques aujourd'hui, les grandes marques françaises, ils ont fait un tel marketing, et pas que les marques françaises, les marques belges aussi, parce que quand on vient en Chine, ils veulent des produits français, mais ils savent très bien qu'en Belgique, il y a du chocolat, il y a de la bière. Donc en gros, tout ce marketing a été fait. Donc la Chine comprend mal que nous, on a besoin de ces prix, de ces bas prix, et qu'on veut acheter quelque part souvent qu'on achète le produit plus par le prix que par la qualité. Et pour un Chinois, lui, il veut l'inverse. Il veut acheter un produit qui est fait en Europe, et en particulier en France ou en Allemagne, etc. Merci Patrick Bogars pour cette ouverture sur votre métier. Vous pourrez retrouver cette émission sur futurcomposé.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Futur Composé.
Une émission de Christian Apothéose, consultant.